Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ce live, donc un live organisé par Dr Dalel, un live pendant lequel nous allons parler des infections nosocomiales. Pour ce faire, nous sommes accompagnés aujourd'hui par le Dr Serge Carrera. Dr Serge Carrera qui est chef de service de l'hôpital Sainte-Camille à Brie-sur-Marne dans la région parisienne. Il s'occupe donc du service d'anesthésie et de réanimation. Il va nous parler, de par son expertise, des infections nosocomiales, qu'est-ce que c'est, comment on les attrape, comment on les traite. On va essayer de voir tout cela ensemble. Donc, Serge, on se connaît un peu, donc on va se tutoyer, hein. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ce qu'est un anesthésiste? L'anesthésiste, c'est un médecin qui s'occupe de tous les aspects médicaux autour d'une opération, c'est-à-dire avant, pendant et après. Donc, il voit le patient avant, il évalue avec lui son état de santé, quelle va être la meilleure stratégie de prise en charge sur le plan anesthésique. Le chirurgien, lui, il va voir quelle sera la meilleure opération et la meilleure technique chirurgicale. Le médecin anesthésiste, lui, il va voir avec le patient quels sont ses problèmes de santé ou s'il n'en a pas, et surtout quelle est la meilleure technique anesthésique pour encadrer le geste chirurgical. Pendant l'opération, il va s'occuper donc du patient pendant que le chirurgien opère, et on a de plus en plus de rôles pour l'après-opération où on s'occupe avec le chirurgien de tout ce qui se passe après, complications ou pas complications. Même le plus souvent, on essaie de faire en sorte avec le chirurgien que les choses se passent le mieux possible. Et pour que ça se passe le mieux possible, c'est le fruit d'une coordination entre les deux équipes. Effectivement, une coordination donc, entre l'équipe anesthésique et l'équipe chirurgicale, en sachant que finalement, on travaille tous ensemble pour le bien du patient, en essayant de faire en sorte que toutes les interventions se passent le mieux possible. Qu'est-ce qu'un réanimateur? Alors, un réanimateur, c'est aussi un médecin et son rôle schématiquement, c'est il intervient lorsqu'il y a un des organes vitaux qui commence à fonctionner extrêmement mal. On va dire de manière très schématique, les principaux organes vitaux, c'est le cerveau, le cœur, le poumon, les reins, et on pourra ajouter dedans les intestins. Et donc, lorsqu'ils ont une anomalie brutale et sévère du fonctionnement, c'est là qu'intervient le réanimateur. Par exemple, si vous avez une bronchite en hiver ou une petite grippe, vous allez voir votre médecin traitant et il va réussir à contrôler la chose. Si vous avez une infection à Covid extrêmement sévère, là, vous allez avoir besoin de techniques très particulières d'oxygénation qui vont vous conduire dans un service de réanimation avec des médecins réanimateurs. D'accord. Donc, on comprend que le réanimateur va s'occuper de patients qui sont graves. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'infection nosocomiale. Or, l'infection nosocomiale n'est pas forcément une infection grave au point de nous emmener en réanimation. Malgré tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es aussi bien anesthésiste que réanimateur. Et dans ces deux pans de la médecine, on retrouve de temps en temps ce qu'on appelle des infections nosocomiales. Il est donc très intéressant d'avoir l'avis d'un anesthésiste réanimateur sur ce type de pathologie parce que tu as la vision aussi bien chez les patients en chirurgie que chez les patients qui vont rester un long moment en réanimation. Alors, je répète, une infection nosocomiale n'est pas forcément grave au point de nous emmener en réanimation, mais il est vrai qu'en réanimation, on voit beaucoup d'infections nosocomiales. D'ailleurs, est-ce qu'on peut commencer par définir qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? On pourrait y passer la journée. Il y en a qui consacrent leur vie aux infections nosocomiales. C'est vrai. D'ailleurs, tu parles de ça, c'est vrai qu'il y a des médecins spécialisés dans les infections, hein, ce qu'on appelle les infectiologues. Et parmi les infectiologues, il y a des gens qui sont spécialisés dans les infections nosocomiales aussi. Il y a aussi des associations de médecins, voire de patients, qui s'intéressent beaucoup aux problèmes des infections nosocomiales, avec des fois le côté médical, mais parfois aussi le côté patient, voire le côté juridique. On pourra peut-être en parler un petit peu. Et j'espère d'ailleurs avoir bientôt quelqu'un qui pourra nous parler de ce côté-là. Mais là, on va s'intéresser surtout au côté médical. Et donc, c'est par cela qu'on va commencer. Je lance la première slide, on est d'accord? Parfait. Donc, je te posais la question de qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Alors, première chose, c'est une infection. Donc, c'est un microbe qui attaque. Et ensuite, dans sa définition, il faut qu'elle survienne dans un établissement de soins,
faut pas qu'elle soit présente au moment où le patient il rentre à l'intérieur de l'hôpital. Et on considère qu'il faut qu'elle survienne 48 heures après l'admission, dans l'idée que, par exemple, quelqu'un qui contracte une infection la veille de son hospitalisation, ça serait quand même un peu de la triche de l'attribuer à l'établissement de santé. Mhm. D'accord. On parle d'infection nosocomiale, mais il y a des définitions qui se sont un peu élargies. C'est-à-dire qu'on parle aussi des infections liées aux soins. Et ces infections liées aux soins, en fait, maintenant, elles permettent de regrouper non seulement celles qui sont nosocomiales, donc liées à l'hôpital, et celles qui sont associées à des soins qui sont pratiqués en dehors de l'hôpital. Et on fait de plus en plus de soins en dehors de l'hôpital, que ce soit dans les maisons de retraite, dans tout ce qui est hôpital de... Euh, ah, l'hôpital à la maison, les Oui, achats de nuit. l'hospitalisation à domicile, qu'on appelle aussi l'HAD. Et donc, voilà, le spectre, enfin la gamme des infections qui sont liées aux soins est quand même de plus en plus large. Mhm. Même si cette gamme est de plus en plus large, faut reconnaître que en 20 ans, mais en vrai, c'est un peu plus qu'en 20 ans, elles ont diminué beaucoup. Mhm. Et en 20 ans, on est passé de 8% à 5%. Le problème de ces 5%, c'est que ça fait quelques années qu'on n'arrive plus à diminuer ce chiffre. Mhm. L'autre chose, c'est que en fait, ça va beaucoup dépendre du contexte. J'imagine que si tu m'as demandé de parler, c'est parce que je suis non seulement anesthésiste, mais aussi réanimateur. Et donc, en anesthésie, c'est avec les chirurgiens, ceux qui sont censés avoir le moins d'infections, parce qu'on rentre, on n'est pas forcément très malade. Et donc, par exemple, si on prend un service d'orthopédie, par exemple, vous faites du sport, vous faites un peu mal au genou, on va vous faire une arthroscopie. Là, la moyenne nationale d'infection nosocomiale, elle n'est pas à 5%, mais elle est à 1%. Et les cliniques ultra spécialisées, ils arrivent à descendre en dessous de 0,5%. En revanche, les établissements qui ont des services de réanimation, en réanimation, le taux, il n'est pas de 5%, mais il est de 25% d'infection nosocomiale. Et donc, c'est toute la thématique. C'est pourquoi est-ce qu'on passe de 5% à 25%. C'est un peu difficile à... Voilà, une thématique qui est extrêmement large et qui laisse souvent les patients un peu perplexes. D'accord. Donc, j'ai bien compris que la définition de l'infection nosocomiale, c'est finalement une infection qui est contractée à l'hôpital. Tu as bien fait la distinction entre l'infection nosocomiale, qu'on associe clairement à l'hôpital, et l'infection liée aux soins, parce qu'effectivement, le soin peut se faire en dehors de l'hôpital. On a bien compris aussi que c'est une infection qui peut apparaître environ dans 5% des cas. Ce nombre a beaucoup baissé pendant les années précédentes, mais là, on a plus de mal à le faire baisser. Et bien évidemment, ça dépend des services dont on parle. Ça dépend aussi de est-ce que c'est un patient de chirurgie, est-ce que c'est un patient de médecine. Et bien évidemment, ça va dépendre du terrain du patient. Tu m'as parlé de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit qu'il y avait une différence entre les patients de chirurgie et les patients de médecine. Est-ce que ça voudrait dire que l'infection nosocomiale va dépendre du temps pendant lequel on est hospitalisé? En clair, du temps pendant lequel on reste à l'hôpital. Il est vraisemblable que oui, Mm. absolument, puisque plus on va rester à l'hôpital, à moins qu'on y reste juste pour dormir, mais c'est rarement le cas. Donc, plus on reste à l'hôpital, plus on va être exposé à des soins, plus on va être exposé à un risque. En fait, à chaque fois qu'un professionnel de santé réalise un soin sur le corps humain, en fait, il y a un risque qui y est associé. Donc, D'accord. plus vous allez à l'hôpital, plus vous allez en faire, plus vous risquez de faire une infection nosocomiale. C'est un peu le rationnel, c'est même le principal rationnel du développement de ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire et de toutes les prises en charge ambulatoires. Mm. Et l'idée quand même globale, c'est moins vous resterez à l'hôpital, moins vous aurez de problèmes. Voilà, je rappelle que la chirurgie ambulatoire ou la prise en charge ambulatoire, c'est ce qu'on appelle une prise en charge sur la journée. Donc, c'est classiquement le patient qui doit se faire opérer, qui rentre le matin et qui ressort le jour même. On s'est rendu compte effectivement qu'avec cette prise en charge accélérée, améliorée, eh bien, on avait une baisse des infections nosocomiales. Ce qui m'emmène à une autre question. Tu parlais tout à l'heure du fait que le nombre des infections nosocomiales a baissé sur ces dernières années, mais qu'aujourd'hui, on commence à arriver à une limite qui est de 5%. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on ne réussit pas à baisser en dessous des 5%? Un peu, mais pas tant. C'est-à-dire que
partir d'être mauvais pour arriver à être à peu près bon, c'est souvent assez facile. Les principaux facteurs qui ont joué à ça, c'est l'amélioration des procédures d'hygiène dans les hôpitaux. On a beaucoup parlé, par exemple, tout le monde a entendu parler du staphylocoque doré. Et moi, même dans ma pratique de réanimation, à chaque fois que j'ai une famille qui vient et me demande si le patient il a attrapé un staphylocoque, en fait, le staphylocoque il a quasiment disparu de la circulation depuis que les procédures d'hygiène, lavage des mains et surtout les solutions hydroalcooliques sont apparues. Et là, aujourd'hui, on voit que n'importe qui a dans sa poche un petit flacon de solution hydroalcoolique. Il y a aussi, en ce qui concerne la chirurgie, ce qu'on appelle l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire que maintenant, pour les chirurgies les plus à risque, au tout début de l'intervention, et même encore mieux, un tout petit peu avant, on donne des antibiotiques et ça permet de diminuer considérablement le nombre d'infections post-opératoires. Et voilà, donc il y a donc, toute cette démarche qualité autour de l'hygiène associée à des progrès médicaux comme l'utilisation d'antibiotiques, et même maintenant de plus en plus, il faut qu'on en utilise moins. C'est ça qui a participé à passer de 8 à 5%. Après, le 5%, il va être difficile à passer en dessous pour des raisons, je pense qu'on va évoquer un peu plus tard. D'accord. Donc, on comprend bien que on est arrivé à des améliorations dans nos pratiques qui nous ont permis de diminuer les infections nosocomiales. Tu as parlé tout à l'heure du staphylocoque doré. Effectivement, c'est très important dans la tête des patients, cette infection par staphylocoque doré. Pourtant, l'infection nosocomiale n'est pas forcément au staphylocoque doré, au contraire, il est assez rare finalement dans ces infections. On pourrait parler d'autres bactéries comme la Escherichia coli par exemple. On pourrait parler d'autres infections qui ne sont pas des bactéries d'ailleurs, parce que l'infection nosocomiale n'est pas forcément une bactérie. Pour revenir sur nos questions, comment est-ce qu'on attrape une infection nosocomiale? Alors, le principe global, hein, il est très simple. En gros, euh, c'est l'intrusion d'un microbe dans notre corps. Alors, le microbe a pu rentrer dans notre corps, soit parce que notre défense naturelle ont été mises à mal, soit par des médicaments ou des dispositifs médicaux. Donc là, sur la diapo, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, je n'ai pas été opéré. Par exemple, je vais aux urgences parce que j'ai une infection urinaire qui est sévère, je ne me sens pas bien. Je vais avoir droit à une perfusion, une sonde urinaire, un cathéter, c'est un tuyau qui permet d'injecter des médicaments à l'intérieur des veines, des antibiotiques. Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose de l'extérieur qui est rentré à l'intérieur en traversant la peau. La peau, c'est notre principale défense. Donc dès lors qu'on va traverser la peau, on crée un potentiel problème, on crée un risque. Donc c'était la situation du « je n'ai pas été opéré ». Si j'ai été opéré, là c'est encore plus simple puisqu'on a un chirurgien qui a, avec un bistouri, fait un trou qui permet aux microbes de rentrer. Je ne parle même pas des accidents qui peuvent se produire à l'intérieur. De la même manière, l'anesthésie, elle suppose la mise en place de tuyaux, donc on se retrouve un peu dans la situation où je n'ai pas été opéré. Tu parlais tout à l'heure des infections nosocomiales qui n'étaient pas forcément des bactéries. Et donc, l'une des manières, c'était j'ai respiré de l'air infecté par un virus. Donc, les virus, ça fait quelques mois qu'on parle du coronavirus, mais avant que le coronavirus ne naisse, l'une des raisons pour lesquelles les politiques de santé étaient très axées sur la grippe, c'est parce que la grippe était une importante source d'infection nosocomiale. Aujourd'hui, on a le Covid. Donc, aujourd'hui même, il y en a moins, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la première cause d'infection nosocomiale. Et il y a même, non seulement des gens qui disaient que c'était la première cause d'infection nosocomiale, mais il y en a même qui ont dit que parmi tous les gens qui sont morts du Covid, un tiers, c'était des gens qui l'avaient attrapé à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, j'ai chopé une infection nosocomiale parce que j'ai respiré de l'air infecté par un virus. Et encore une autre possibilité, c'est je vis dans un hôpital pendant quelques jours, donc je suis confronté à un milieu où les antibiotiques sont rois. Donc les antibiotiques tuent les microbes
facile, mais les microbes vont apprendre à se défendre. Et donc, les microbes méchants qui vont pouvoir émerger. Et donc, en touchant, en étant touché par quelqu'un qui les porte, ne serait-ce même qu'en étant dans l'environnement, on peut acquérir ce qu'on appelle des microbes multirésistants, donc des bactéries dangereuses. Et là, on peut être colonisé. Et le problème viendra si, en plus d'être colonisé, on fait une infection. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Très bien. Donc, j'entends bien que tu nous as dit que l'infection nosocomiale, ce n'est pas seulement les bactéries. Tu as parlé de façon très intéressante du Covid, dont une grande partie des cas sont liés à une infection qui s'est faite à l'hôpital. Donc, on peut parler, en l'occurrence, d'infection nosocomiale. Cela peut d'ailleurs faire comprendre aux patients pourquoi actuellement, on est très strict sur les visites des patients ou encore sur l'admission des patients. Nous, chez nous, par exemple, un patient qui est admis pour une opération dans notre établissement doit forcément avoir un test COVID négatif pour limiter ce risque d'infection nosocomiale par le SARS-CoV-2 actuellement. Mais effectivement, avant, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois de cela, on aurait plutôt parlé de la grippe, en tout cas dans les périodes d'épidémie de grippe. Mais donc, est-ce que l'infection nosocomiale est quelque chose de grave? Alors, on a des données générales. Donc, on a Santé publique France. Donc, maintenant, tout le monde connaît Santé publique France, parce qu'ils ont plein de données sur le Covid et tout le monde connaît le Covid. Et donc, ils chiffrent que les infections nosocomiales, c'est 7% de mortalité. Mais en fait, une statistique de la population pour un individu donné, ça ne veut rien dire du tout. Du coup, j'avais mis 2 exemples là sur la diapositive. Par exemple, ce n'est pas pareil, hein, d'avoir une infection urinaire sur une infection sur une sonde urinaire. Par exemple, on a une chirurgie gynécologique. On met fréquemment des sondes urinaires sur la chirurgie gynécologique. Et donc, une sonde, c'est un tuyau qui n'a pas de système immunitaire, qui rentre dans notre corps. Donc, les microbes vont rapidement dans la sonde et à travers la sonde vont dans notre corps. Donc, ça fera une infection urinaire. D'accord. Donc, c'est pas pareil d'avoir ça si on est fragile ou si on reçoit une chirurgie extrêmement lourde. Qu'en même temps, on a des médicaments qui fragilisent le système immunitaire parce que, par exemple, on a une maladie comme la polyarthrite rhumatoïde où on prend du méthotrexate, de la cortisone. Donc, ça a un impact. Donc, je comprends bien que ça dépend de l'infection et ça dépend du patient. Une infection nosocomiale peut être grave parce que justement, c'est sur un patient qui est fragilisé. Une infection nosocomiale peut être grave aussi parce que, en l'occurrence, on est dans le cadre d'une infection qui est embêtante, qui est virulente. D'ailleurs, on dit souvent que les bactéries ou les virus qui vont être les plus virulents, donc la plus grosse propension à rentrer chez les gens, ne sont pas forcément les plus dangereux. Mais donc, il y a une chose que je retiens, c'est que c'est les gestes, très souvent, qui vont emmener les infections nosocomiales de façon manuportée ou par rapport aux gestes qu'on va faire, une pose de sonde urinaire comme tu as fait dont tu as parlé tout à l'heure. Mais donc, est-ce que c'est de la faute du médecin ou des soignants si on a une infection nosocomiale? Ça dépend. Hmm. Ça dépend et en fonction de la situation, ça va être difficile à prouver. Par exemple, là, j'ai mis quelques cas de figure. Vous avez mal au genou, le chirurgien va vous faire une arthroscopie. Une semaine après, vous avez un gros genou qui est tout rouge, douloureux, vous avez de la fièvre. Là, ça va être difficile de dire que ce n'est pas de la faute du chirurgien parce que les procédures sont tellement codifiées qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait pas ou quasiment pas d'infection. Et donc là, il risque d'avoir sa responsabilité engagée. En revanche, je reprends le cas de la personne qui fait des infections urinaires à répétition. Lui, il fait une infection sévère et il reçoit des antibiotiques de plus en plus forts. Il peut développer ce qu'on appelle une diarrhée aux antibiotiques ou encore pire, ce qu'on appelle une infection à Clostridium difficile, qui est une complication attendue des antibiotiques. Ça va être difficile de dire que c'est de la faute du médecin alors qu'il a juste donné des antibiotiques qui étaient nécessaires pour votre prise en charge. De la même manière, vous avez un cancer, on vous donne une chimiothérapie. Cette chimiothérapie va fragiliser considérablement votre système immunitaire. Une bactérie va en profiter pour vous attaquer. Là, la responsabilité du médecin dans l'infection nosocomiale va être aussi difficile à
à prouver. Dans la dernière situation, ce qui pourrait être éventuellement reproché aux médecins, c'est de vous avoir laissé dans la nature sans s'inquiéter de votre état et de ne pas avoir répondu aux appels différenciés. Tout à Mais fait. quelqu'un qui a une chimiothérapie développe une infection, c'est attendu. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a forcément une partie juridique qui peut se rajouter. Je disais tout à l'heure qu'on va essayer d'organiser bientôt une discussion avec des gens. Il y a des associations de médecins et de juristes et des associations de patients qui s'occupent justement spécifiquement des questions d'infection nosocomiale. Et j'aimerais beaucoup discuter avec eux pour qu'ils viennent nous parler de cette partie-là. Mais sur la partie médicale, je comprends bien que parfois la responsabilité du soignant peut être engagée. Alors, il y a une chose, hein, responsable, mais pas coupable, parce que parfois, on peut faire le maximum de ce qu'on peut et malheureusement avoir des effets indésirables. On peut être dans ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. Mais en tout cas, si je reprends l'exemple de la chirurgie du genou, de l'orthopédie, les gens qui ont eu des chirurgies orthopédiques se rendent compte de tout ce qu'on fait pour essayer de limiter les infections. Aussi bien les douches à la bétadine qu'on peut avoir fait avant, le nettoyage de la zone. On ne rentre pas dans un bloc opératoire comme dans un moulin. Les gens doivent être habillés d'une certaine manière, etc. Donc, toutes ces choses-là vont être des choses qui vont essayer de limiter les risques d'infection nosocomiale. Alors, justement, ça va m'emmener à une nouvelle question. Comment est-ce qu'on fait pour éviter les infections nosocomiales? Là encore, ça dépend. Je me demande si... Voilà. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, là, je suis hospitalisé. Donc là, dès lors, à ce moment-là, la prévention des infections nosocomiales, c'est l'affaire de tous. Je vais parler tout à l'heure de médecins qui étaient ultra spécialisés dans la discipline. C'est en gros ce qu'on appelle l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et eux, leur rôle, c'est de travailler à la surveillance et à la prévention des infections nosocomiales. Dans chaque hôpital, il y a des procédures spécifiques pour chaque geste technique. Là-dessus, la haute autorité de santé, elle veille un peu au grain. Ils passent régulièrement dans les hôpitaux. Et si, par exemple, ils arrivent dans un hôpital et qu'il n'y a pas une procédure spécifique pour la mise en place d'une sonde urinaire, l'établissement risque de se faire taper très fort sur les doigts. Et c'est des procédures qui sont enseignées à tout le monde. Et à mon avis, même s'il n'y a pas de procédure, c'est parce que tout le monde considère que c'est évident qu'il faut faire comme ça. Il y a le lavage des mains et le gel hydroalcoolique. Ça, maintenant, avec le Covid, tout le monde est hyper attentif à ça. Et enfin, il y a toute une stratégie de prévention. Il ne faut pas faire de gestes invasifs inutiles. Par exemple, à chaque fois qu'on met un cathéter, tous les jours, on doit se demander si le patient il a vraiment besoin de ce cathéter. Ça, en chirurgie, c'est particulièrement prégnant. On va en reparler après, mais c'est tout ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée après chirurgie. Les antibiotiques, je vous ai dit qu'on pouvait faire des complications des antibiotiques. Donc, tous les jours, à chaque fois qu'on a des antibiotiques, il faut se demander si on ne pourrait pas se passer des antibiotiques. Donc, voilà, c'est un petit panel de trucs des mesures à prendre. On est simplement hospitalisé en service de médecine. Après, lorsqu'on est opéré, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les procédures d'hygiène au bloc opératoire, elles sont extrêmement strictes et répondent à des normes encore plus strictes avec des normes ISO, la qualité de l'air, avec des systèmes de salles pressurisés, de telle sorte à ce que les microbes ne puissent pas rentrer, mais qu'ils puissent faire que sortir, avec l'interdiction de rentrer dans les salles d'opération, avec des draps stériles. Enfin, ça peut être assez impressionnant dans certains endroits. Et après, il y a le travail de collaboration, on en a parlé un peu tout à l'heure, entre les chirurgiens et les anesthésistes qui travaillent ensemble pour que la récupération soit la plus rapide possible, parce qu'on a dit que les bactéries profitaient de votre faiblesse. Donc, moins vous êtes fragile, moins vous restez à l'hôpital, moins vous risquez d'être attaqué par le microbe. Oui, tout à fait, effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais de quelque chose sur la chirurgie. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les protocoles de réhabilitation accélérée qui vont chercher à faire en sorte que le patient reste moins longtemps à l'hôpital. C'est pas des raisons économiques, mais c'est des raisons pour le patient. Parce que moins le patient reste à l'hôpital, en tout cas s'il ne reste pas pour des raisons inutiles, non justifiées, eh bien moins il a de risques de faire des complications, notamment les infections nosocomiales. Pas que, mais les infections nosocomiales notamment. C'est pour ça qu'on a
beaucoup développé la chirurgie en ambulatoire. J'en parlais tout à l'heure, hein, la chirurgie ambulatoire qui est la chirurgie où on rentre le jour même et on sort le jour même, ou même sur des chirurgies plus lourdes où on doit rester hospitalisé quelques jours, on va faire des protocoles qui sont le plus poussés possible pour que le patient ait une réhabilitation, c'est-à-dire qu'il revienne à son état de base au maximum le plus vite possible. Mais donc, quels différents types d'infections nosocomiales il y a? Attends, juste une petite remarque. Ça Ouais. existe aussi de plus en plus en médecine. Par exemple, les patients diabétiques, il y a 20 ans, ils pouvaient passer la semaine pour faire le bilan de leur diabète. Maintenant, ils viennent une journée en hôpital de jour de médecine, ils font tout le même jour. Et toutes ces prises en charge ambulatoires, ça marche pour tout le monde. Pour la médecine, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de traitements qui aujourd'hui se font soit à domicile, soit ce qu'on appelle en ambulatoire, encore une fois. Le patient vient rapidement dans le service puis repart, ou sinon en consultation, où le patient vient en consultation et puis est drivé à distance. Hmm. Donc, quels différents types d'infections nosocomiales on a? Il y en a un paquet. Mhm. Du coup, sur la diapo, je t'ai mis les plus fréquentes. Mhm. Les infections urinaires, parce que les sondes urinaires, c'est assez fréquent. Mhm. Les infections pulmonaires, ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Et, alors, il y en a beaucoup des infections pulmonaires. L'idée la plus simple, c'est lorsqu'on est alité, les poumons ne sont pas complètement ouverts, on bouche un petit peu, on peut avoir du mal à cracher, Mhm. et les microbes, eux, ils se retrouvent à faire la fiesta dans un espace clos, ils se reproduisent, et donc ça développe une infection pulmonaire. Et les D'accord. infections respiratoires et les infections qui sont liées au cathéter. Ça, c'est les 4 plus gros types d'infections et qu'on peut décliner de plusieurs manières. D'accord. Du coup, j'ai une question qui est importante pour les patients. Quand est-ce qu'il va falloir penser à une infection nosocomiale? Finalement, quels sont les symptômes des infections nosocomiales? D'abord, c'est ceux d'une infection. Alors, les signes d'une infection, ils sont assez généraux. Donc, il y a la fièvre, Mhm. euh, il y a le malaise, on ne se sent pas très bien. C'est Mhm. assez commun. On n'arrive pas trop à définir, mais on ne se sent pas très bien. Euh, Quand on commence à pousser dans les examens, on peut voir la tension artérielle qui est basse, le cœur qui bat plus vite que d'habitude, on respire plus vite que d'habitude. Là, on arrive déjà, ces 3 signes-là, c'est déjà des gammes d'infections qui sont déjà plus sévères. Les frissons, c'est typique du microbe qui se promène dans le sang. Donc, lorsque vous avez un microbe qui tout à coup se met à se promener dans le sang, ça déclenche des frissons. Et ça peut être plus vicieux, en particulier chez les sujets âgés. Personnes âgées, c'est souvent juste une modification du comportement qui peut évoquer une infection. Donc ça, c'est les signes généraux. Donc une infection nosocomiale, c'est une infection, donc on cherche le signe d'infection. Après, ça va dépendre du site de l'infection. Par exemple, si vous avez été opéré du ventre et qu'une semaine après, vous avez encore mal au ventre, c'est bizarre. Euh, les douleurs post-opératoires, tu es mieux placé que moi pour en parler, c'est souvent 2-3 jours. Si une semaine après, on a de la fièvre et qu'on a mal au ventre encore, encore plus si on n'avait plus mal au ventre au 3e ou au 4e jour, ça suggère une complication. On peut avoir des difficultés respiratoires. Par exemple, vous avez été opéré, je ne sais pas moi, d'un cancer du côlon, ça s'est super bien passé, mais 3 jours après, vous avez une infection pulmonaire. À ce moment-là, on se souvient que euh, l'opération s'est faite sous respiration artificielle, que pendant quelques heures, les poumons ils ont reçu de l'air envoyé par une machine, que pendant quelques heures, donc, la respiration n'était pas normale. Donc, la difficulté respiratoire liée à les infections pulmonaires post-opératoires, c'est très fréquent, et d'autant plus qu'on est fragile. Les douleurs quand on fait pipi, c'est archi classique. Alors, ce n'est pas toujours une infection d'ailleurs, mais vous avez eu une sonde urinaire pour votre petite opération et vous rentrez à la maison et ça vous brûle quand vous faites pipi, ça peut être une infection. Ce n'est pas systématiquement une infection, ça peut être une infection. Donc ça, on est typiquement là dans le cadre des infections qui ne vont pas vous tuer, mais qui sont quand même très gênantes. D'accord. Il y a les diarrhées, donc ça, c'est plutôt l'apanage des antibiotiques. Simple diarrhée aux antibiotiques à la colite à Clostridium difficile qui est grave. Et puis enfin, il y a l'infection du site opératoire avec la cicatrice rouge, douloureuse, il peut y avoir du pus. Le pus, c'est pas si fréquent que ça, mais une cicatrice rouge et douloureuse, ça doit attirer l'attention. D'accord. Donc, on voit que les symptômes
sont pléthores, hein, il y en a différents. Je retiens quand même celui de la fièvre, hein, parce que comme on parle d'une infection, très souvent on associe la fièvre à l'infection ou l'infection à la fièvre. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un symptôme qui est important. J'aimerais aussi souligner la modification du comportement, parce qu'il est vrai que chez certains patients, et notamment, tu l'as bien dit, les patients âgés, une modification du comportement, ça doit faire tilt. Et on doit penser qu'il y a peut-être un problème. Ce n'est pas forcément une infection nosocomiale, hein, ça peut être une constipation très importante, ça peut être d'autres types de problèmes, des problèmes liés aux médicaments, mais en tout cas, c'est vrai que sur une modification du comportement, il faut se poser certaines questions. Et du coup, comment est-ce qu'on traite une infection nosocomiale? L'idée, c'est le traitement de toutes les infections, quoi. C'est deux grands principes. C'est un, le traitement antibiotique. J'aurais pu le mettre en deux, en vrai. Et le premier, c'est essentiellement le contrôle de la source de l'infection. Euh, En particulier en chirurgie, par exemple en orthopédie, ça va être parfois juste le lavage articulaire, mais souvent, par exemple, le lavage articulaire, et s'il y a une prothèse, ça sera lavage articulaire plus ou moins le changement de la prothèse. Ça, c'est les chirurgiens qui savent. C'est si vous avez une perfusion qui fait mal, hein, bah, il faut l'enlever. Si vous avez un cathéter, euh, que ce soit un cathéter tel que ceux qu'on met en réanimation qui commence à avoir du pus, qui est un peu rouge, il faut l'enlever. Chez les personnes qui ont des chimiothérapies, de temps en temps, enfin, beaucoup de personnes qui ont des chimiothérapies ont ce qu'on appelle une chambre implantable, ou un porte-à-4, en langage plus vulgaire, lorsqu'il commence à être un petit peu douloureux ou que les points de ponction, les points où est faite la piqûre est un peu rouge, il faut penser que ça peut être lui, donc il faut l'enlever tout simplement. Et le simple fait de l'enlever va guérir l'infection le plus souvent. Et pour les sondes urinaires, on n'arrête pas de parler des sondes urinaires, mais c'est clairement l'infection nosocomiale la plus fréquente. Là, c'est l'association, c'est-à-dire qu'il faut d'abord donner des antibiotiques pendant 24 heures, puis on change la sonde, ou alors simplement on enlève la sonde, puis on donne des antibiotiques. Mais si on veut garder la sonde urinaire, il y a d'abord un traitement antibiotique, puis le changement de la sonde. Mais le plus simple, c'est souvent de l'enlever, puis de donner le traitement. Ouais, d'accord, bien noté. Je retiens donc que, bien évidemment, comme on parle d'une infection nosocomiale, on va chercher quelle est la cause. Donc, on va arriver là-dessus tout d'abord et essayer de la traiter. Bien sûr, dans certaines infections nosocomiales, hein, notamment enfin, pour les infections bactériennes, on peut être amené à mettre un traitement antibiotique. Il faut se rappeler, on l'a dit tout à l'heure, hein, que les infections nosocomiales, ce n'est pas forcément des bactéries, donc pas forcément des antibiotiques qui sont la clé du traitement. Mais en tout cas, on retient que c'est important. Et une question qui peut être un cas clinique. Tu avais dit que l'infection nosocomiale était par définition absente à l'admission, qu'elle survenait à l'hôpital et qu'elle survient 48 heures après l'hospice. On n'a pas parlé de quand est-ce qu'à partir de quand on ne pouvait plus parler d'infection nosocomiale. Et bien, en cas de chirurgie, on considère qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire si vous êtes hospitalisé, je ne sais pas moi, parce que vous avez des douleurs articulaires, vous passez 3-4 jours à l'hôpital pour faire le bilan et 3 jours après, vous avez la toux. J'aurais dit qu'avant l'ère Covid, on aurait dit que ce n'était pas la faute de l'hôpital. Donc maintenant, on pourra dire que c'est peut-être la faute de l'hôpital si vous avez chopé le Covid de l'hôpital, mais c'est un cas très particulier. La définition, en tout cas, elle a été créée avant le Covid et elle ne considérait comme les extensions de durée que pour la chirurgie. Et donc, toute infection qui survient 30 jours après une intervention chirurgicale va être considérée comme associée à cette intervention chirurgicale. Et s'il y a un matériel qui est mis en place, en particulier le plus souvent c'est des prothèses du genou, prothèses de hanche, si celle-ci s'infecte jusqu'à 1 an après, on va considérer que ça sera nosocomial. C'est un peu après, mais bon, il fallait bien donner une définition. Au moins, il a le mérite d'exister. Mais l'idée principale, c'est le cas clinique, c'est je tombe malade après être rentré à la maison. Est-ce que ça peut être une infection nosocomiale? La réponse est oui. Ça peut l'être, effectivement. Alors, bien évidemment, ça peut l'être. Ça l'est d'autant plus qu'on est proche de la sortie. Et puis, plus on s'éloigne de la sortie de l'hôpital, moins ça risque d'être l'infection nosocomiale. Cela dit, c'est intéressant de le savoir parce qu'on parlait notamment tout à l'heure des traitements antibiotiques qui sont faits à l'hôpital, ce qui entraîne que les infections nosocomiales par des bactéries qu'on fait à l'hôpital, parfois, sont liées à des bactéries qui sont plus fortes, plus difficiles à combattre
que les bactéries, j'allais dire, du tout venant, les bactéries qu'on retrouve en dehors de l'hôpital. Donc, c'est vrai que c'est important à ce moment-là de se poser la question de l'infection nosocomiale parce que s'il y a besoin d'un traitement antibiotique, on ne va peut-être pas utiliser le même traitement antibiotique. Tu avais dit un mot là-dessus tout à l'heure, je n'avais pas rebondi et là, tu en reparles. C'est vrai que l'idée générale, c'est que l'infection nosocomiale, elle profite d'un moment de faiblesse de l'organisme pour attaquer. Mhm. Du coup, ce n'est pas les mêmes microbes que d'habitude. Et comme c'est ce que tu disais là, tu disais, c'est des microbes qui n'ont pas l'habitude de nous attaquer et là, qui tout à coup nous attaquent et pas de bol, c'est non seulement des microbes qui n'ont pas l'habitude de nous attaquer, mais qui en plus sont particulièrement méchants, en particulier sur le plan de la résistance aux antibiotiques. Et donc, ça explique effectivement, tu parlais de l'Escherichia coli, qui est un microbe qui est capable de développer des résistances aux antibiotiques extrêmement rapidement. Il y a le Pseudomonas aeruginosa aussi, il y a Klebsiella. Bref, c'est tous les bactéries, les infections nosocomiales, ce pas des bactéries que les gens connaissent très souvent. L'Escherichia coli peut-être un peu plus parce que les infections urinaires, c'est fréquent, mais le Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, les entérobactéries, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est assez intéressant, bon, c'est peut-être une question de spécialiste, mais justement, ces bactéries-là sont des bactéries qui sont très, très fréquentes chez tous les patients. C'est vrai que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais on est plein de bactéries, tous, et c'est tout à fait normal. Elles sont importantes pour notre vie, pour notre digestion, etc. Et toutes ces bactéries dont tu as parlé, notamment l'Escherichia coli, ben, c'est une bactérie qui est très fréquente dans notre organisme. Mais dans certaines situations, elle peut devenir résistante aux antibiotiques. Et la petite colonie d'Escherichia coli résistante aux antibiotiques va devenir une grosse colonie et là va entraîner des problèmes qu'elle n'entraîne pas habituellement. Mais ça, c'est une autre question que nous débattrons une autre fois. Je crois qu'on arrive justement à la fin de ce diaporama qui est très intéressant. Et je pense qu'en plus, on arrive à la fin de notre entretien sur ces infections nosocomiales. L'idée, c'était surtout de donner des grandes idées par rapport à cette maladie qui, si je peux m'exprimer ainsi et essayer de faire une petite conclusion, est une infection qu'on va contracter à l'hôpital. On a parlé tout à l'heure d'infection nosocomiale et d'infections liées aux soins, parce que les soins ne sont pas forcément à l'hôpital. Or, on attribue le nom d'infection nosocomiale à une infection qui a été contractée à l'hôpital. Cette infection nosocomiale, ce n'est pas forcément une bactérie, ce n'est pas forcément une infection liée à la chirurgie, c'est même très souvent des infections qui sont liées à une hospitalisation en médecine. Donc, il faut savoir cela. Ce n'est pas toujours le staphylocoque doré dont les patients ont beaucoup entendu parler. Et c'est une infection qu'on a beaucoup diminué depuis déjà beaucoup d'années du fait de nos protocoles, du fait de la manière dont on s'occupe des patients, du fait qu'on va diminuer les gestes qui vont augmenter le risque d'infection et on va diminuer aussi le temps pendant lequel les patients vont rester à l'hôpital. Malgré tout, c'est des infections qui existent encore et qui vont nécessiter des traitements particuliers. Ça peut être des traitements par les médicaments, mais pas seulement. On peut être amené à faire des gestes particuliers, voire des réhospitalisations, des réopérations dans certains cas. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? On a beaucoup abordé le fait que l'infection nosocomiale était très liée aux soins. C'est vrai que dans la plupart des gens qui discutent sur les infections nosocomiales, là, on n'avait quasiment pas du tout fait la part aux patients. Et c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à descendre en dessous de 5%, c'est qu'on fait des choses de plus en plus dingues. Et, et donc, plus on fait des choses dingues, plus c'est risqué et donc plus on s'expose. Par exemple, il y a une trentaine d'années, quelqu'un qui avait 85 ans avec un gros cancer du côlon, par exemple, on lui avait dit c'est fini. Alors que là, non, on va les opérer, mais ils sont quand même plus fragiles. Il y a tout un paquet de maladies du système immunitaire qui, il n'y a pas si longtemps que ça, des espérances de vie à 60 ans, voire même moins. Et donc,
en fait, au fur et à mesure que la médecine a progressé, on a prolongé la vie de tout le monde avec des personnes qui vivent plus longtemps mais plus fragiles. Et, et c'est un peu pour ça qu'on n'arrive pas à descendre en dessous des 5%. Et donc, toujours là, à chaque fois qu'il y a une infection nosocomiale, il y a toujours le combat entre le patient qui dit que c'est de la faute du docteur et le docteur qui dit que c'est de la faute du patient. Euh, la réponse est souvent un peu au milieu. Euh, et évidemment, il faut discuter. Quand ça arrive, pour le patient, c'est dramatique. Une infection nosocomiale, c'est dramatique. Quand on rentre à l'hôpital pour se soigner et donc on sort éventuellement plus malade qu'on est rentré. Donc évidemment, c'est dramatique. Tu parlais tout à l'heure de tous les aspects juridiques, mais avant cela, avant tous les aspects juridiques, je pense que la communication entre un patient et son équipe soignante, elle est importante et je pense que la plupart des... En tout cas, on n'est plus dans le déni. C'est-à-dire qu'on est conscient de faire des choses à risque et on assume plus facilement les complications qu'on a. Donc, on sait qu'on va en avoir. On en est vraiment très sincèrement désolé. Et voilà, du coup, il faut discuter. Donc, l'infection nosocomiale, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, on fait au mieux pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, merci du temps que tu nous as consacré là pour cette intervention sur les infections nosocomiales, donc pour Dr Dalel. Je répète que tu es donc le docteur Serge Carrera, chef de service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Sainte-Camille à Brie-sur-Marne dans la région parisienne. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur ce live et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre émission et un autre thème. Au revoir. Merci.